finalement, la transition est toute trouvée. Vous êtes dans la situation un peu inverse de celle d'il y a 3 ans, puisqu'il y a 3 ans, le président Bernasconi ouvrait finalement ce colloque et Sylvain Wasserman le concluait. Et on vous a demandé, Carole Couvert, d'avoir la gentillesse finalement de nous décrire comment l'institution elle-même met en acte la transformation qu'elle promeut. Et il nous semblait que ce témoignage, finalement, de la façon dont le Conseil économique, social et environnemental, grand lieu de la co-construction en France, finalement, je vous le redirai sans doute, mais 70 pays se sont inspirés, finalement, de cette intuition. Et d'ailleurs, l'anecdote avec Jacques Dermagne, alors président du CESE, disant « Mais vous savez, chers amis, nous étions avec Daniel Lebègue, nous étions tous les deux, il nous recevait. Il y a 114 pays qui sont venus me voir. Il y a 70 pays qui l'ont mis en œuvre. Peut-être le seul pays où nous n'ayons pas encore conscience de ce que nous avons inventé, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Mais peut-être que ça viendra, disait-il. Et il m'avait donné 2 conseils. Il m'avait dit, vous savez, sur les questions d'intérêt général, ne commencez pas par l'institution, mais revenez après le travail en remettant vos travaux à l'institution et attendez le juste temps. Et effectivement, c'est pour ça que nous n'avons pas commencé en 2010, mais en 2014, parce qu'il nous semblait que c'était le juste temps. Et 7 ans, on sait tous, c'est le temps pour chacun d'entre nous, où on découvre quelque chose, où ça devient un acquis. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé important de terminer finalement par vous, ce colloque, à la fois pour vous remettre ces travaux, comme aux 2 autres institutions, et à la fois pour vous écouter sur comment vous-même, depuis 3 ans, finalement, vous avez mis en œuvre cette transformation qui peut nous donner confiance dans l'avenir. D'abord, permettez-moi de vous remercier de votre invitation et également d'excuser l'absence du président du CESE, Patrick Bernasconi, qui était retenu par d'autres obligations. En tout cas, j'ai eu le plaisir d'assister à vos échanges et de pouvoir conclure ce colloque. Effectivement, en 3 ans, il s'est passé énormément de choses au niveau du Conseil économique, social, environnemental, puisqu'en fait, nous avons expérimenté au quotidien. Peut-être rappeler pour tous ceux qui nous suivent que le CESE, c'est la 3e assemblée inscrite dans la Constitution, donc après l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons un rôle qui est purement consultatif. Les députés, les sénateurs fabriquent la loi et nous sommes là pour éclairer, conseiller le gouvernement ou éclairer les députés et les sénateurs lorsque le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale nous sollicite. 3e canal pour nous solliciter, les pétitions. Et donc jusqu'à présent, il fallait 500 000 signatures. Et dans la loi qui va être promulguée, peut-être d'ici la fin de la semaine, en tout cas dans les jours qui viennent, ce seuil va être abaissé à 160 000 signataires et autorisé en termes de signatures à partir de 16 ans, ce qui est une très bonne nouvelle pour la démocratie de notre pays. Et surtout, ce sera enfin dématérialisé, donc à partir des plateformes. Donc nous allons pouvoir avoir un canal plus facile d'accès. Et puis, dernière manière de nous saisir, ce sont les 233 membres qui composent l'institution et qui peuvent faire ce que l'on appelle des saisines d'initiative ou des autosaisines. Donc, je vous disais, depuis 3 ans, nous avons à la fois expérimenté une veille sur les réseaux sociaux pour voir les sujets qui, dans les pétitions, commencent à émerger. Et donc, à chaque fois qu'un sujet, au travers d'une ou plusieurs pétitions, commence à recueillir quelques dizaines de milliers de signatures, on regarde. On regarde et c'est ainsi qu'il y a 2 ans, on a vu apparaître le sujet de la fiscalité autour des carburants et donc on a vu avant l'heure la grogne monter, ce qui a donné naissance au mouvement des Gilets jaunes. Donc voilà, premier sujet d'expérimentation, une veille sur tous les réseaux sociaux pour sentir, pour capter à la fois le positif, le négatif et voir les sujets sur lesquels la société civile organisée que nous sommes, les sujets dont nous devons nous emparer pour ensuite pouvoir alimenter les députés, les sénateurs et le gouvernement. Donc, premier type d'expérimentation. Deuxième type d'expérimentation qui a tourné autour de la participation citoyenne avec plusieurs briques. Nous avons expérimenté des plateformes citoyennes, donc des plateformes sur lesquelles chacun pouvait déposer un avis, une critique, une suggestion. Nous l'avons fait sur l'orientation scolaire, nous l'avons fait sur le numérique. Et nous le reproduisons dans les jours qui viennent autour de la stratégie vaccinale. Et donc là, l'idée, c'est que ce sont des contributions qui viennent alimenter nos réflexions et nos travaux. Deuxième piste, nous avons expérimenté des groupes citoyens, donc les fameux citoyens tirés au sort, dont vous avez pu entendre parler au travers de la presse. Et nous avons expérimenté différentes formes de participation. Premier cas de figure, nous avons fait faire
par une entreprise indépendante, un organisme indépendant, un tirage au sort de 30 citoyens, et nous les avons associés à nos réflexions au moment de notre avis Fracture et Transition, donc un avis qui a été fait autour de la crise des Gilets jaunes et qui est venu alimenter le grand débat national. Et là, nous avons fait 2 choses. Nous avons d'abord permis aux citoyens d'échanger entre eux et d'avoir un atelier de façon autonome, où les conseillers du CESE étaient là en tant qu'observateurs, facilitateurs, mais pas participants directs. Et donc, nous leur avons permis de cheminer jusqu'à produire des suggestions. Et en parallèle de ça, nous avons associé quelques-uns de ces citoyens tirés au sort à nos propres travaux, ce qui fait qu'ils ont eu 2 canaux de contribution, mais tout en préservant leur spécificité. Troisième type d'expérimentation dont on parle encore aujourd'hui, la Convention citoyenne climat, donc les fameux 150 citoyens tirés au sort, et qui fait un certain nombre de propositions qui sont en train, pour certaines, d'être prises dans le projet de loi climat. Là, nous avons proposé une méthode, et après, c'est le gouvernement qui a piloté la Convention. Ces 3 types d'expérimentation, plateforme citoyenne, groupe citoyen tiré au sort ou convention citoyenne climat, ont permis finalement de venir alimenter les réflexions du gouvernement autour de la réforme même de notre institution, donc la réforme du CESE. Et donc ça a abouti au fait que la loi qui va être promulguée d'ici quelques jours, finalement, fait du CESE le lieu du débat citoyen. Et donc ce lieu finalement où il va falloir arriver à concilier démocratie représentative avec des corps intermédiaires, démocratie participative et démocratie directe, au service de la démocratie politique et dans le respect du rôle et des prérogatives de chacun. Parce qu'il faut être clair, les élus fabriquent la loi, les citoyens viennent donner un avis, c'est un avis individuel quand ils sont tirés au sort, et après il y a des organisations, des corps constitués qui représentent des collectifs. Donc il faut maintenant que nous arrivions à trouver le bon équilibre pour que chacun sente que sa contribution est utile. Et je crois que ça va être l'enjeu des mois qui viennent, ne pas créer des envies démesurées que nous ne saurions pas satisfaire, mais bien être clair sur les commandes que nous passons au moment où nous les passons pour que les travaux et les résultats soient au bout du chemin. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là, parce qu'on aurait pu s'arrêter là. Mais on s'est dit finalement, il y a quelque chose que l'on n'a pas fait, que l'on n'a pas expérimenté, c'est d'associer autrement les 80 organisations qui siègent au sein du CESE. Et quand on a connu le premier confinement, donc il faut se remettre sur la période qui a duré de la mi-mars, et nous on l'a même prolongé pour les travaux dont je vais vous parler jusqu'à la fin juillet, on a décidé de se tourner vers nos 80 organisations et de leur dire voilà, dans cette période si particulière de crise sanitaire, de crise économique, de crise sociale, on vous demande une note d'ambiance. C'est-à-dire comment vous, organisation, vous ressentez la situation actuelle. On ne vous demande pas de revendications. Ça, vous le faites ailleurs, c'est un autre travail. Là, on vous demande de nous dire comment vous sentez vos adhérents, vos membres, qu'est-ce qui les inquiète, quels sont vos sujets de préoccupation sur le terrain, mais aussi quelles sont vos innovations, ou là aussi, quelles expérimentations vous mettez en place pour essayer de sortir de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons. Et ces notes, nous les avons produites tous les 15 jours. Nous ne les avons pas filtrées. Nous avons fait une synthèse avec les grandes lignes pour ceux qui pouvaient avoir envie de lire un peu plus vite. Mais nous les avons remises telles qu'au gouvernement. Nous les avons aussi adressées aux différentes assemblées. Et c'est intéressant parce que c'est une autre, c'est un autre matériau qui est mis à disposition et qui permet ensuite aux décideurs d'être éclairés, de comprendre sans filtre ce qui se passe tous les jours sur le terrain. Et puis, vous l'avez rappelé dans votre propos, le CESE, ce n'est pas une particularité française. Le CESE, il y en a aujourd'hui 70 dans le monde. Nous avons repris notre place au niveau international il y a 4 ans. Parce que c'était quelque chose qui avait été abandonné pendant un temps. Donc nous avons repris notre place et nous avons eu à reconstruire avec nos homologues étrangers. Et là, je me retrouve très bien dans les propos qui ont précédé. Ça veut dire qu'au-delà d'une vision, au-delà d'une stratégie, il a fallu avoir une posture d'humilité. Et c'est aussi fondamental quand on parle de l'intérêt général, parce que pour arriver à dégager l'intérêt général, il faut reconnaître que l'on n'a pas la science infuse, et on n'arrive pas en tant que France, superpuissance qui va écraser les autres, mais bien une France qui est à l'écoute et qui a la capacité d'apprendre des autres. Il y a toujours des bonnes pratiques que l'on peut ramener chez nous, il y a toujours des échanges qui font grandir, et
c'est encore une fois l'ADN du CESE, cet ADN qui repose sur le dialogue et le compromis. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un pays qui tend vers la démocratie a envie de créer une institution dans laquelle il donne la parole à la société civile organisée. En revanche, un pays qui se replie, typiquement le Brésil, la première décision du dernier président, ça a été de supprimer le Conseil économique et social qui existait au Brésil. Donc finalement, un Conseil économique et social, c'est aussi un très bon indicateur de vitalité ou non de la démocratie d'un pays. Et puis, deux derniers points. Le premier, c'est que cette crise inédite que l'on a connue a finalement pour nous été l'occasion de faire notre propre révolution numérique. Parce que c'est bien d'expérimenter, mais aussi il faut s'appliquer sur soi un certain nombre de principes. Et avant cette pandémie, tout le monde disait « Ah non, mais le CESE ne peut pas passer au numérique, on ne peut pas être une assemblée digitale, c'est pas possible. » Et finalement, du jour au lendemain, par obligation, on a fait comme chaque Français. Bon nombre de Français ont télétravaillé, et bien le CESE a fait immédiatement sa révolution numérique. Et aujourd'hui, nous pouvons le dire, nous sommes une vraie assemblée qui a la capacité de tenir l'ensemble de ces débats de façon virtuelle, en faisant des auditions, en ayant des débats contradictoires, en organisant des plénières avec ses 233 membres, en ayant des échanges avec nos homologues à l'international. Cette révolution a été faite. Et par rapport à ce qui a été dit avant, c'est aussi la preuve que dans chaque crise, il y a une opportunité de créer, une opportunité d'innover. Et donc là, c'est la démonstration par l'exemple. Et enfin, dernière chose, notre mandature va s'achever dans quelques mois, certainement quelque chose comme le 31 mars. Les nouvelles équipes vont être mises en place au 1er mai. Et donc, je pense que maintenant, l'urgence, ça va être de trouver, ce que je vous disais tout à l'heure, cette fameuse articulation entre les différentes sortes de démocratie pour faire qu'au final, chacun... Je crois qu'il faut qu'on dégage maintenant. Et donc ça, mes successeurs, nos successeurs à l'ensemble des membres du CESE viendront certainement vous en parler, qui sait, peut-être dans 3 ans. Alors, je ne sais pas en ouverture ou en conclusion, mais en tout état de cause, il nous reste encore du chemin à faire. Et ce qui est intéressant, ça veut dire que les institutions ont une vie, ont une dynamique qui est propre. Mais encore une fois, pour que ça soit le cas, il faut un leader, une vision, un lieu d'échange, du partage, de l'humilité. Et c'est comme ça qu'on finit par co-construire au service de l'intérêt général. Et peut-être pour terminer sur une note d'espoir, vous en avez déjà transmise pas mal les uns et les autres, c'est peut-être de dire que ce soit ceux qui nous suivent sur Internet aujourd'hui ou en différé, ou tous ceux qui sont intervenus, nous pouvons être chacun acteurs du changement. Nous sommes chacun engagés au service du collectif. Et je crois que c'est ça qui va faire la force dans les mois qui viennent pour que nous sortions de la pandémie et de la crise que nous connaissons. C'est cette capacité à se rassembler. On dit souvent que seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et je crois que c'est ce ensemble qu'il va falloir que nous définissions, toujours au service de l'intérêt général. Mais en tout cas, pour ça, à la fois, merci pour vos travaux, merci pour toutes les réflexions utiles que vous apportez dans le débat. Et je crois que des échanges de ce type nous font grandir, et c'est ce dont nous avons besoin les uns et les autres. Petite touche d'optimisme et de construction par les temps qui courent, ça fait du bien. Donc merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, et merci finalement à chacun d'avoir apporté sa pierre, puisque finalement c'est peut-être ça ce que l'on peut retenir aujourd'hui, c'est que le chemin est déjà avancé. Oui. Nous ne sommes pas au tout début, et même si les incertitudes sont sans doute plus grandes que celles que nous pouvions envisager, en tous les cas, nous sommes déjà en chemin. Et nos territoires sont déjà en chemin, nos organisations sont en chemin. Beaucoup de femmes et d'hommes sont déjà largement engagés dans ces dynamiques. Et je crois qu'il ne me reste qu'à vous remercier sincèrement d'avoir été avec nous, remercier tous nos intervenants, vous remercier, vous qui nous regardez en direct ou en différé, et vous donner rendez-vous bientôt pour les prochains événements. Mais surtout, n'oubliez pas le 12 juillet prochain, et ça sera la 7e rencontre des pionniers des Alliances en territoire, dont nous avons rappelé que ces catalyseurs avaient un rôle essentiel pour favoriser, faciliter l'action collective en territoire. Merci à tous, et d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.